forme, une structure, sur quelque chose que les samouraïs, Oui. que les grands mystiques même, que les personnes qui peuvent communiquer, ceux qui sont capables, on dit faire des miracles, c'est pas des miracles, là, mais c'est comme... c'est quelque chose qui avait compris à un autre niveau. Oui, Ça vient l'expliquer oui, tout à et fait. en faire une science. Tout à fait. Dis-moi, allons-y avec quelques exemples. Démarche. Si je te dis la démarche, qu'est-ce qu'on apprend par la démarche? Bien, en fait, par la démarche, on va voir, par exemple, si les pieds sont plutôt ouverts ou plutôt fermés. Donc, si les pieds sont droits, on a quelqu'un qui ne se livre pas facilement, surtout si c'est le pied gauche et si c'est le pied droit qui n'est pas ouvert. C'est pas quelqu'un qui va aller beaucoup vers les autres non plus. Moi, j'ai une tendance à avoir une démarche, par exemple, avec le pied droit qui est très ouvert. J'écoute beaucoup, beaucoup les autres, mais je ne me fie pas, je ne me confie pas facilement. J'attends de connaître la personne avant. On va remarquer par les hanches, si les hanches sont fluides quand il y a une démarche, et c'est la même chose au karaté qu'on regarde d'ailleurs, quand les hanches sont fluides, ça veut dire que la personne va bien, elle a un bon niveau d'énergie, puis qu'il n'y a pas de problème au niveau de la sexualité. On remarque que chez les gens qui sont en dépression, les hanches ont tendance à barrer. Donc, au lieu d'avoir une démarche qui est beaucoup plus fluide, ça donne une démarche qui est plus carrée, qui est plus lourde. Tu donnes l'exemple dans ton livre d'une de tes collègues, je pense, ou un de tes professeurs, qui est allé chez toi puis qui avait tout de suite à voir ton mari passer dans le salon, venir se chercher un verre de jus. Et elle avait tout de suite compris que ton mari était en dépression. Oui, tout à fait. Elle avait vu les hanches, elle avait vu les mains qui étaient tournées vers l'extérieur et elle avait vu l'affaissement des paupières du bas, ce qui fait qu'on voit plus le blanc de l'œil. Et le blanc de l'œil qui apparaît, on va le voir dans deux situations. Dans la colère, mais à ce moment-là, ça dure 10 minutes gros maximum, et dans l'épuisement, la dépression. Et à ce moment-là, parce que l'épuisement, la dépression fait que la peau a tendance à s'affaisser et on va voir à ce moment-là le blanc qui apparaît. C'est fou. Mais ça, c'est très utile. Moi, quand je fais Oui, du coaching, bien puis j'ai des sûr. clients qui arrivent devant moi C'est et qui ont sûr. déjà l'affaissement de la Tu peux- paupière, je sais que là, on Ça a va quelqu'un pas, qui ne va pas là. du tout, Ça là. va pas, C'est là. ça. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire du sourire? Bien, en fait, le sourire, ce qui est magnifique avec ça, puis je donne un exemple dans mon livre où on a une photo où je fais un vrai sourire, puis une Oui. photo où je fais un Oui, faux oui. sourire. Oui, oui. On ne cherchera pas parce que ça prend trop de temps, là. Mais un vrai sourire, c'est- les yeux doivent participer. Puis il faut savoir qu'on a un muscle autour de l'œil qui est circulaire, la même chose autour de la bouche. Et il y a beaucoup de muscles qui sont involontaires. Ça veut dire que je ne peux pas les mouvoir si je ne ressens pas l'émotion. Il faut que ça soit sincère pour qu'il puisse se manifester. Donc, quand on a un vrai sourire, on va avoir la paupière du bas qui va remonter, ce qui fait que l'espace entre les deux paupières, ce que Philippe Turchet appelle la fente palpébrale, ça va remonter et on va voir apparaître les petites pattes rides. doigts ici. Oui. Évidemment, le sourire va être beaucoup plus remontant et non pas étiré vers Oui. l'arrière comme dans un faux sourire. Et on va voir l'ensemble des dents, pas juste celle du haut, pas juste celle du bas. Donc déjà là, on va avoir un meilleur sourire. Oui. Là. Quand mes enfants étaient jeunes, et puis surtout adolescents, des fois, je leur disais, fais donc un sourire, ça va t'aider. Puis ils me souriaient, mais c'est pas vraiment. Puis je leur disais, souris donc avec tes yeux. Voilà. Puis là, ça les faisait sourire parce que je disais, souris avec tes yeux. Tout à coup, le sourire partait des yeux. Oui. Et puis, c'est pas parti. Est-ce que, dans une situation comme celle que je viens de te décrire, un enfant qui est triste, je sais pas, on peut pas toujours dire ça, sourire, il y a une façon de le dire, puis un moment pour le dire. Si on fait le geste, est-ce que ça peut changer Oui. la façon dont on se ressent? Oui, il y a une recherche qui avait été faite aux États-Unis où ils ont démontré que quand on se pousse, on se force soi-même à vraiment essayer de sourire, de faire un vrai sourire, il y a un changement chimique qui se produit dans le cerveau et graduellement, la chimie du cerveau va se modifier pour nous mettre dans le même état que notre corps. Parce qu'évidemment, le cerveau et le corps essayent d'être le plus C'est possible ça. en cohérence. Puis tu le dis dans le livre aussi, là, que les deux, ça va ensemble. Oui. Puis, tu sais, quand on parle l'esprit, est-ce que c'est à l'extérieur du corps? L'esprit est dans le Oui. corps. Il n'est pas en dehors du corps. Je voulais te demander, oui, le Botox, ça m'étonne, j'en reviens pas, là. Parle-moi de l'effet du Botox sur le corps, sur le ressenti. En fait, il y a une autre recherche universitaire qui a été faite où on a testé des gens. On leur a présenté des images qui sont des images de films là, assez poignantes pour voir dans quel état ça les mettait. Et ça allait bien. Et on a repris les mêmes gens après avoir injecté du Botox dans le front et au niveau de la bouche. Et on s'est rendu compte qu'ils avaient beaucoup plus de difficultés à identifier leurs émotions. Ils étaient capables de dire qu'ils n'allaient pas bien, mais ils n'étaient pas capables de dire quelle était l'émotion qui était ressentie. Et ce que les scientifiques ont déterminé,
C'est que quand on met du Botox, évidemment, l'objectif de la substance, c'est de figer le muscle pour faire en sorte de faire disparaître les rides. Mais en faisant ça, ça fait que le corps ne peut plus exprimer l'émotion du cerveau. Et quand il ne peut plus exprimer, il envoie un message contradictoire au cerveau. Puis là, le cerveau se dit, mais là, si le corps ne réagit pas, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et là, le cerveau lui-même se met à dysfonctionner. Donc, l'émotion qui devrait être là, le cerveau est plus capable de l'identifier parce que le corps n'est pas cohérent avec ce qui se passe dans le cerveau. Oui, je l'ai lu ailleurs, dans un autre livre d'un autre de mes invités sur le cerveau. Je me souviens plus du livre. Cette même étude-là, ou une étude similaire, et donnait l'exemple de l'émerveillement. Oui. C'est des personnes que ça faisait longtemps, ils avaient mesuré à des différents temps après avoir eu du Botox. Des personnes qui avaient du Botox depuis plusieurs années étaient plus capables de ressentir, de s'émerveiller devant quelque chose. Voilà. Imagine, la vie, ça doit être de l'émerveillement. Tout ça pour ne pas avoir de rides. Tout à fait. On s'en va une pause. On revient tout de suite. Saviez-vous qu'il y a à peine 10 même pas 10 de la communication qui passe par les mots? Il y a 38 environ, selon de nombreuses études, qui passent par le ton, l'intonation, le timbre de la voix. Et 50, est-ce que c'est 55 par le non-verbal? Oui. Donc, il est grand temps qu'on étudie le non-verbal. Là, les mots, c'est beau, mais on le sait qu'on peut savoir comment se sent quelqu'un et qu'à le regarder. Oui. On le sait, on le ressent. Tout à fait. C'est le monde qui dit « Ah ben, j'ai rien dit. » Non, tu n'as rien dit, mais je le vois bien. Tu n'as pas besoin de parler. Les femmes, on est peut-être plus intuitives de façon traditionnelle, mais les hommes aussi deviennent de plus en plus intuitifs. Donc, mais là, maintenant, on peut mettre des mots. Il y a des topologies qui ont été développées en synergologie. Mais à quoi ça sert? Où peux-tu te servir de ceci? On a parlé tantôt d'intimidation. Oui. Raconte-moi comment tu t'en sers en intimidation et puis comment ça a commencé? Ça a commencé par le fait qu'à la fin du programme de formation avec Philippe, on devait déposer une espèce de mini-mémoire. Et moi, je l'ai fait sur les combats de karaté pour voir si je pouvais identifier, avant que le combat commence, qui va gagner ou qui va perdre. J'ai trouvé une quinzaine d'éléments qui me permettent de l'identifier. Comme? Des éléments très simples parce qu'en Shotokan, on doit, quand on est sur la ligne, avoir les pieds à la largeur des hanches, les bras loin devant, se tenir droit, puis regarder l'adversaire. Le perdant a tendance à coller ses pieds, à coller ses bras le long de son corps, à tirer sur ses vêtements, puis à regarder l'arbitre pour se rassurer. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Et il se tient bien droit dans la partie du haut du corps. C'est la zone de l'ego en synergologie. Et à un moment donné, dans un cours de karaté, je donne un cours et je fais faire du jogging et je me rends compte que j'ai un adolescent qui court, mais les deux pieds collés, comme s'il courait dans un corridor de tuiles. J'ai trouvé ça bizarre. Les bras collés le long du corps, puis il n'arrêtait pas de me regarder tout le long qu'il joguait.
Je dis, mon Dieu, pourquoi il y a l'attitude d'un perdant pendant le jogging? Je suis allée voir la mère. Et la mère me dévoile que l'adolescent est victime d'intimidation à l'école. Fait que, OK, le cours suivant, je me rends compte que j'en ai 2 autres qui ont la même démarche. Je dis, mon Dieu, OK, je vais voir la mère. Elles fond en larmes. Les 2 enfants ont été victimes d'intimidation tout le long du primaire. Et là, je constate que j'ai un adulte qui a la même démarche. T'es pas sérieuse. Et là, je vais voir l'adulte. Je dis, comment ça a été au primaire et au secondaire? Et crise de larmes, il a été victime d'intimidation tout le long de son primaire et son secondaire. Fait que c'est sûr que ça a changé beaucoup de choses. Et là, j'ai eu des discussions avec Philippe Turchet, avec Christine Gagnon. J'ai réuni tout un groupe de synergologues pour qu'on se penche là-dessus parce que je les vois. Je peux voir dans la démarche ceux qui sont victimes d'intimidation parce qu'évidemment, la zone de l'ego est affectée. La zone de l'ego, c'est la partie du haut, ce qui est tout à fait normal, mais ils ne veulent pas attirer l'attention, ils ne veulent pas se faire remarquer. Ils marchent tout petits, ils ont les bras le long du corps. Il y a plein d'items qui sont faciles à observer, plein d'items synergologiques plus subtils pour un œil moins habitué. Oui, mais ça m'a amené, évidemment, à travailler plus cet aspect-là. Évidemment, quand je suis en entreprise, puis que je fais des interventions en harcèlement psychologique, c'est la même chose. C'est le même phénomène phénomène qui arrive. Le même Un enfant phénomène. qui aurait été violenté par ses parents aurait la même chose. Alors, quelqu'un qui a été victime d'écrasement, en quelque part, de se faire dire, tu le vois dans la démarche. On le voit. Il faut se rappeler qu'un enfant qui est intimidateur, quand il devient adulte, il reste intimidateur aussi. Alors, c'est sûr que là, ce que j'essaie d'identifier davantage, c'est comment bien cerner un intimidateur. Et il y a plusieurs types d'intimidateurs. Il y a des intimidateurs qui sont un peu plus vigilants. Il y a des intimidateurs qui sont beaucoup plus fanfarons. Il y a plusieurs types. Donc, puis, ils vont avoir des comportements physiques différents. Oui, puis il y a des intimidateurs qui sont plus séducteurs, plus manipulateurs. Oui. Donc, il y a ça aussi. Et la même chose chez les victimes, on a plusieurs types de victimes. Donc, alors là, tu vas chercher ce que tu connais dans les arts martiaux. Tu vas chercher ce que tu connais en synergologie et en psychologie, parce que la synergologie ne va pas te dire comment on travaille avec un séducteur. Il faut que tu saches quoi faire avec eux autres maintenant. Voilà. Mais c'est pour ça que je suis allée chercher d'autres synergologues. Je pense entre autres à Nancy Cromp, qui est aussi une psychoéducatrice. Il y a Sylvie Pilon, Annick Millette, qui sont de la région. Je suis allée en chercher d'autres parce que dans les synergologues, on a des travailleurs sociaux, on a des neuropsy, on a des policiers, on a des psychologues, on en a de toutes les sortes. Donc, justement, j'ai réuni tout un groupe. Je pense à Gilles Martineau, entre autres, qui a travaillé dans les prisons avec des criminels violents. Donc, lui, les intimidateurs, il les voit de loin. Donc, j'ai réuni toute une équipe de synergologues, justement, pour qu'on se penche là-dessus. Puis qu'est-ce que vous faites présentement, cette équipe-là? Est-ce que vous êtes à travailler là-dessus? On travaille là-dessus. On est en train d'essayer de trouver des vidéos. Est-ce que ça a de la crédibilité? Est-ce que les décideurs vous écoutent? Bien, de plus en plus, parce qu'évidemment, quand on fait des interventions, quand moi je fais des interventions puis j'arrive à cibler rapidement, puis je suis avec des policiers, puis les policiers commencent à bien me connaître, veut pas, ils voient assez bien, puis les policiers sont capables de confirmer si oui ou non l'enfant est victime ou si oui ou non l'enfant est un intimidateur. Tu t'en sers aussi beaucoup dans l'entreprise comme consultante. Ta compagnie, je répète, c'est ABC Solutions. Tu es située à Sainte-Julie, non, à Blainville. Et... mais bien sûr, tu viens d'aller dans la région d'Ottawa pour travailler, si on t'invitait. Oui. Tu peux travailler en français, en anglais. Oui. Alors, dans la région, ce serait intéressant d'avoir ton expertise. Mais comment tu travailles avec les gens en entreprise? Je sais que tu leur aides des fois dans des entrevues à choisir le bon candidat. Oui. Mais quels sont les services que tu peux offrir? Bien, en fait, ce qui est beaucoup demandé, c'est entre autres de donner des formations, de faire des diagnostics. Parce que souvent, il y a des conflits. Il y a des conflits qui sont là depuis longtemps. C'est difficile de démêler. Et par la synergologie, c'est un peu difficile de me mentir. Puis quand les gens savent que je suis synergologue, ils ont moins tendance à mentir aussi. Ils ne mentiront pas. Non. Donc, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais donner des formations sur la gestion de personnes difficiles, la gestion du stress, sur le climat de travail, des choses comme ça. Et ensuite, je vais offrir du coaching individuel pour aider les gens à cheminer, puis à faire un peu plus d'introspection, puis à voir comment eux peuvent, à ce moment-là, développer leurs habiletés relationnelles, voir quand ils sont en situation de stress, comment ils nuisent eux-mêmes au climat de travail. Donc, on va travailler de façon assez profonde. Voilà. Ils nuisent à eux-mêmes. Voilà. Mais je sais aussi, je disais dans la partie, si vous êtes le candidat à une entrevue, tu ne peux pas faire semblant, parce qu'il y a un synergologue devant toi, il va savoir si tu fais semblant. Oui. Comment tu sais que quelqu'un fait semblant?
Bien, que c'est pas vrai. en partant, il va y avoir des signes qui vont être incohérents. Et souvent, quand on rencontre quelqu'un, des fois, on me demande d'évaluer, par exemple, un associé potentiel ou un client potentiel ou un fournisseur potentiel. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire parler de plein de sujets totalement anodins pour justement se créer une base de référence puis OK. voir un peu la gestuelle de la personne. Puis quand on va poser des questions clés, quand le non-verbal, à ce moment-là, devient totalement incohérent, que les mains disparaissent, que là, il y a plein de croisements, puis là, on va avoir des tics qui vont apparaître, donc des micro-crispations au niveau du visage. Là, je sais très bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce que les signes de stress apparaissent dans des moments clés. Mais c'est sûr que je vais créer tout un contexte pour réussir à faire Faut parler. créer le contexte pour Oui. pour appliquer la topologie, Tout finalement. à fait. Tout Tu à peux fait. pas rien que dire, ah ben si la personne, elle bouge son pied par là, ça veut dire telle chose. Il faut que tu regardes la personne, tu sais pas, si la personne, elle bouge beaucoup tout le temps, là, tu sais pas parce qu'elle bouge beaucoup, qu'elle essaie de nous faire croire quelque Non. chose, je sais pas c'est quoi ça Puis veut dire quand on bouge tout le temps. quand je fais Mais faut- l'analyse de quelqu'un, je vais regarder entre 20 et 25 items simultanément. Ah oui? Oui, parce que je vais être sûre de mon affirmation. En synergo, on dit toujours que si on a 1 à 3 items, 1 à 3 signes, on va avoir une hypothèse qui va être plutôt faible. 4 à 7 signes, on a